Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, une visite de haut niveau du ministre japonais de la Défense à Djibouti. Toujours dans l'actualité nationale, l'espoir renaît après des semaines difficiles. Première précipitation à Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, vers des garanties de sécurité pour l'Ukraine, Washington et l'Europe ont pour parler. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu la visite de courtoisie du ministre japonais de la Défense, M. Gen Nagatani, et la délégation qui l'accompagnait. Cette audience protocolaire qui s'est déroulée en 2 temps a vu la participation de hautes personnalités, à l'image notamment de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Safia El-Medjibril, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Hara Keishi, du questeur de l'Assemblée, de la présidente du groupe d'amitié Djibouti-Japon, de la présidente de la commission parlementaire de la défense et de la sécurité. Le président de l'Assemblée nationale et son hôte de marque ont conduit leur échange dans le salon d'honneur de la représentation nationale, puis dans le cadre plus élargi de la grande salle des conférences du Parlement. Quant en forte discussion, les deux parties ont passé en revue plusieurs sujets dont le principal a abordé surtout la coopération bilatérale et plus particulièrement les facilités offertes par la République de Djibouti relatifs à l'établissement de l'unique base nippone hors des terres du pays du soleil levant. En premier, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a tenu à rappeler la richesse des relations privilégiées entre les deux pays en reliant la mission officielle qu'il a conduite en juin dernier au Japon à la réception officielle du ministre Nagatani. M. Dileta Mohamed Dileta a précisé qu'il s'agit là à chaque fois de renforcer la coopération bilatérale au profit des Djiboutiens et des Japonais. Une relation réussie grâce à une diplomatie fondée sur le dialogue constructif et le respect des intérêts nationaux. L'invité de marque, M. Nagatani, a exprimé longuement l'expression de la gratitude du Japon à l'endroit du chef de l'État djiboutien, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien constant aux forces autodéfense japonaises stationnées à Djibouti, en adressant l'expression de la reconnaissance du Japon aux autorités djiboutiennes qui secondent le président de la République comme le président de l'Assemblée nationale. Le ministre Nagatani n'a pas manqué de souligner la contribution conséquente de M. Dileta pour l'installation de l'unique base nippone à Djibouti en 2011. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont partagé des moments sociaux, échangeant des présents symboliques à la prise des photos commémoratives de l'événement du jour. Une autre rencontre stratégique qui illustre l'importance croissante du partenariat militaire entre les deux pays. C'est ainsi que la Direction générale des relations internationales de Djibouti, où le ministre japonais de la Défense était accueilli avec les honneurs militaires par son homologue, le ministre de la Défense par intérim et ministre du Transport et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakriya Cher Ibrahim. Un piquet d'honneur d'exception rendu les honneurs détachement de la musique nationale, des personnels féminins des armées, de l'armée de l'air, de la marine nationale. Les hymnes des deux pays résonnaient, marquant solennellement l'ouverture de cette visite cruciale, car derrière le protocole se cachent des enjeux géopolitiques majeurs. tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo عبد الله الشعواني نيجيري ودربيس
Et comme je vous le disais, à l'issue de la cérémonie d'accueil, une réunion bilatérale de haut niveau s'est tenue dans la salle de réception. Les discussions bilatérales ont porté sur le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité maritime, dans un contexte régional marqué par les tensions dans la mer Rouge et les défis sécuritaires persistants. Ce partenariat révèle une dimension stratégique cruciale. Les deux ministres ont également évoqué les perspectives d'avenir, gestion des catastrophes naturelles, soutien aux capacités techniques des forces armées djiboutiennes et appui aux projets d'infrastructure favorisant la stabilité régionale. Cette coopération s'inscrit dans la stratégie japonaise Indo-Pacifique, libre et ouvert, faisant de Djibouti un partenaire naturel dans la sécurisation des voies commerciales essentielles à l'économie japonaise. La rencontre s'est conclue par un échange des présents officiels, symbole de l'amitié durable entre les deux nations. Pour Djibouti, ce partenariat avec Tokyo représente une diversification stratégique de ses alliances dans une région où coexistent déjà les bases militaires. Cette visite témoigne du rôle croissant de Djibouti comme hub sécuritaire majeur de la Corne de l'Afrique et de l'engagement du Japon dans la stabilité de cette région stratégique. Eh bien, à l'issue, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Abdelkader Hussein Omar, a reçu dans son cabinet le ministre de la Défense du Japon en visite de courtoisie à Djibouti. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la République du Djibouti et le Japon a été l'occasion pour les deux ministres d'échanger sur les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Au cours de l'entretien, les deux ministres ont abordé divers sujets d'intérêt commun, notamment la coopération sécuritaire, les enjeux stratégiques dans la région de la Corne de l'Afrique, ainsi que les perspectives de renforcement de la coopération technique et militaire entre les deux nations. Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Hussein Omar, a salué l'engagement constant du Japon en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. De son côté, le ministre japonais a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi que pour le partenariat fructueux qui lie le Japon à la République du Djibouti. Il a réaffirmé l'intérêt du Japon à poursuivre et approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier la sécurité maritime, la formation et le développement durable. Les deux ministres sont félicités de la convergence de vues sur plusieurs questions régionales et internationales et ont convenu de maintenir un dialogue régulier afin de consolider les acquis de cette coopération exemplaire. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ferry Mohamed Burhan Qassim qui assure depuis plus d'une décennie la liaison maritime ainsi que au bord qui vient de bénéficier d'une modernisation majeure qui après un arrêt consécutif et un problème technique. Rappelons qu'il a été équipé de nouveaux moteurs marquant une étape cruciale et ainsi dans un contexte mondial en perpétuation, la coopération internationale s'impose comme un levier incontournable pour le développement durable. La relation bilatérale entre Djibouti et le Japon se distingue par sa profondeur et son exemplarité. Depuis l'établissement de leurs liens diplomatiques, ces deux pays ont su bâtir un partenariat solide, fondé sur des valeurs communes de paix et de progrès de solidarité. Dans un interview exclusif, l'ambassadeur du Japon a partagé son point de vue sur l'état actuel des relations bilatérales entre Tokyo et Djibouti. Voici un extrait de son interview. Si on dresse le bilan sur les relations bilatérales entre le Japon et Djibouti, le bilan est bien sûr très positif. Les relations bilatérales continuent à se développer dans tous les domaines. Je vais commencer par la sécurité et la politique. Comme vous le savez, la unique installation des forces d'autodéfense du Japon se trouve ici à Djibouti. Et elle contribue à la sécurité maritime de cette zone et du monde entier en participant aux opérations de lutte contre la piraterie. Djibouti est un partenaire très important et stratégique pour le Japon dans notre poursuite d'une vision diplomatique
dans Indo-Pacifique libre et ouvert. Si je parle de la coopération économique, il y a beaucoup de grands projets qui sont en cours à Djibouti. Également, cette année, l'année 2025, marque le 25e anniversaire de l'envoi des jeunes volontaires de la JICA dans ce pays. Volontaires travaillent aux côtés du peuple djiboutien et ils ont gagné la confiance de la communauté locale. Cette intensification des relations bilatérales se traduit par les échanges des personnalités de haut niveau entre les deux pays. Cette année, en mai dernier, nous avons eu la visite de Son Excellence Madame Eri, la vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères. Elle a rencontré le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. En juin cette année, Son Excellence M. Dileita Mohamed Dileita s'est rendu au Japon et il a rencontré des ministres et les deux présidents de la Chambre du Parlement. J'ai eu le grand plaisir et honneur d'inaugurer les deux nouveaux patrouilleurs avec le président de la République cette année, fournis à la garde-côte djiboutienne. Et aussi, en décembre dernier, le gouvernement japonais a décidé de fournir un système de radar surveillance maritime à la marine nationale djiboutienne. Quant à la coopération économique, un nouveau ferry a commencé le service de navette entre Djibouti et Tadjoura. J'ai eu le grand plaisir d'inaugurer ce ferry avec le Premier ministre. La construction du pont de Palmarais est en cours. Oui, dans le volet social, j'ai parlé de la fourniture des équipements médicaux aux hôpitaux et également dans le domaine de l'éducation de base. L'année dernière, j'ai eu le plaisir d'inaugurer l'école fondamentale de Nitobe Inazo avec son Excellence Monsieur le Président de la République. La construction a été soutenue par le Japon et les portes de cette école ont été ouvertes en 2024. Voici, ce sont des projets de coopération japonaise qui contribuent directement à l'amélioration de la qualité du peuple djiboutien et j'en suis très fier. Dans un second temps, cet entretien est dédié à un rendez-vous clé, la coopération internationale, la conférence TICAD, dont la prochaine édition aura lieu le 22 août 2025. L'ambassadeur nous livre la vision japonaise de cet événement stratégique, soulignant ainsi son rôle essentiel dans le renforcement des liens d'amitié et des synergies entre le Japon et l'ensemble du continent africain. Réécoutons-le. La première TICAD a été organisée en 1993. Qui remonte longtemps. Et on aura la 9e édition de la TICAD cet été à Yokohama. Lors de la TICAD 8 qui s'est tenue en Tunisie en 2022, le Japon a annoncé son intention d'investir un total de 30 milliards de dollars américains sur 3 ans. Et les engagements japonais sont constamment mis en œuvre actuellement. Par exemple, des infrastructures sont en train d'être construites dans de nombreux pays en Afrique. La construction du pont de Palmarais à Djibouti est un exemple.
les relations diplomatiques entre le Japon et Djibouti remontent en 1978, l'année suivante de votre indépendance. Depuis cette année, le Japon était toujours à côté du peuple djiboutien dans beaucoup de domaines, dans l'infrastructure, dans l'éducation de base, dans la santé, dans la sécurité maritime. Nous sommes un partenaire fiable de Djibouti. Et je suis certain que le Japon resterait le partenaire fiable et sincère de Djibouti et du peuple djiboutien. Eh bien, cette coopération djibouto-japonaise se concrétise. C'est ainsi que le ferry Mohamed Burhan Qasim, qui assure depuis plus d'une décennie la liaison maritime entre Djibouti et Obok, vient de bénéficier d'une modernisation majeure. Après un arrêt consécutif et un problème technique, il a été équipé de nouveaux moteurs, marquant une étape décisive pour améliorer ses performances et renforcer sa fiabilité. Âgé de 16 ans, le ferry Mohamed Burhan Qasim demeure un outil essentiel pour la mobilité des populations et le dynamisme des échanges entre Djibouti et Obok. Grâce à l'entretien constant assuré par la direction des affaires maritimes, ce ferry a su maintenir au fil des années un service régulier, sécurisé. L'installation de nouveaux moteurs permettra désormais d'offrir aux passagers des meilleures conditions de transport, tout en garantissant la continuité des liaisons maritimes. La mise en place des moteurs s'est déroulée ce matin en présence des responsables de la direction des affaires maritimes et de la représentante de la JICA. Cette modernisation illustre la volonté des autorités de consolider le transport maritime national et de répondre aux attentes des usagers. Avec cette amélioration technique, le ferry Mohamed Burhan Qasim est prêt à reprendre pleinement son rôle de service de voyageurs et de désenclavement de la région d'Obok. D'autres accessoires restent également à régler afin d'optimiser son fonctionnement. La représentante de la JICA a félicité la direction des affaires maritimes pour avoir maintenu un service régulier et sécurisé au fil des années. Écoutons le directeur général par intérim de la direction des affaires maritimes. Aujourd'hui, nous sommes à bord du Mohamed Burhan Qasim. Le ferry qui a été octroyé en 2010. Ça fait 15 ans qu'il est opérationnel et là maintenant on est en train de changer les deux moteurs. Et j'espère bientôt que ce ferry va bientôt commencer sa desserte au niveau d'Obok. Nous sommes là pour préserver l'acquis du gouvernement japonais et de la JICA et de ne pas laisser ces ferries à l'abandon. Voilà. Le gouvernement djiboutien à travers notre ministère de l'Équipement et des Transports et nous avons pu acquérir ces deux moteurs et pour ne pas laisser ces navires, ces joyaux sur le côté. Autre actualité nationale, après des semaines de sécheresse particulièrement sévère, Djibouti a enfin reçu ses premières précipitations significatives, tout comme ses pays voisins. C'est ainsi que la République de Djibouti traversait depuis plusieurs semaines une période de sécheresse exceptionnelle, confrontant la population à des fortes chaleurs, à une crise hydrique majeure. Face à cette situation critique, les autorités ont multiplié les initiatives. Pas moins de 10 réunions de coordination ont été organisées pour mettre en place une riposte nationale face à cette crise. Dans les régions rurales, le bilan était particulièrement lourd. Les éleveurs nomades ont vu leurs troupeaux décimés par le manque d'eau et de pâturage. C'est dans ce contexte que les premières bonnes nouvelles sont arrivées des régions de l'intérieur. Selon l'Agence nationale de la météorologie, des précipitations qualifiées abondantes ont été d'abord touchées la région de Dikil. Ces pluies s'inscrivent dans le cadre des précipitations saisonnières qui se relèvent cette année supérieures à la moyenne. Hier soir vers minuit, ce soulagement tant attendu a finalement atteint la capitale. Les premières gouttes ont commencé à tomber sur Djibouti-Ville. La pluie intermittente au début de s'est progressivement intensifiée, provoquant la joie des habitants qui sont sortis pour accueillir cette eau précieuse. Eh bien, ce matin, comme vous le voyez sur les images, les phénomènes se poursuivent avec des pluies orageuses légères accompagnées de vents modérés contribuant à rafraîchir l'atmosphère, à faire baisser les températures. Ces précipitations ont touché différentes communes de la capitale, notamment Ras Dika, Balbala, Boulaous, où des accumulations d'eau, des pluies ont été observées dans plusieurs rues et principales et secondaires. Bien que le soleil apparaisse de temps en temps, le ciel reste couvert, des nuages laissant présager la poursuite d'un temps pluvieux au cours des prochaines heures. Rappelons que les prévisions météorologiques confirment d'ailleurs la possibilité d'autres précipitations dans les prochains jours. Un espoir pour les populations djiboutiennes qui ont particulièrement souffert de cette période de sécheresse.
Toutefois, si cette pluie apporte un répit bienvenu, elle ne résout pas les problèmes structurants d'approvisionnement de ce pays d'Arctique. Les autorités maintiennent donc leur plan d'urgence. Par ailleurs, l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti rappelle à la population l'importance de préserver les infrastructures d'évacuation. Les ouvrages d'eau pluviale ne doivent en aucun cas servir de dépotoir pour les déchets solides. L'ONEA demande aux riverains de faire preuve de civisme et de veiller à ne pas boucher ces ouvrages essentiels pour l'écoulement des eaux de pluie. Eh bien, ces précipitations ont touché aussi le nord du pays, où dans les régions du nord du pays, les précipitations ont été intenses, couvrant l'ensemble des deux régions nord, à savoir Obok et Tadjoura. La région d'Obok a connu une pluie soutenue, commençant aux alentours de 1h du matin pour se terminer vers 8h. Les précipitations ont arrosé Obokville avec 40 mm, la zone côtière s'étendant à Dalai jusqu'à Korangar, offrant un léger répit à cette période de grande sécheresse. Aucun dégât matériel ni humain n'a été signalé à la suite de cette averse. Les autorités n'ont mis aucune alerte particulièrement et la vie quotidienne a repris normalement après la dissipation des précipitations. Une surveillance reste toutefois de mise en cas de nouvelles intempéries dans les prochains jours. À Tadjoura, c'est plus de 30 mm et des fortes pluies dans les autres secteurs allant de Randa jusqu'à Adailou et Dora. Ces pluies tombent à point nommé en cette période de grande chaleur, où les populations des zones rurales ont particulièrement souffert et ont plus besoin. Eh bien, concernant ces précipitations, c'est aussi dans le sud du pays, où la ville d'Ali Sébié a été surprise par une pluie intense qui s'est poursuivie sans interruption jusqu'au matin. Ces précipitations tombées avec régularité et dans une atmosphère paisible ont apporté un grand soulagement aux habitants après plusieurs semaines de chaleur et de sécheresse. Durant toute la nuit, le ciel est resté couvert et les gouttes de pluie se sont succédées, imprégnant les ruelles et redonnant vie aux espèces vertes et aux champs d'environnement. Pour les agriculteurs et les éleveurs de la région, cette pluie était une véritable bénédiction annonçant des meilleures conditions pour les pâturages et les récoltes. Par ailleurs, d'intenses précipitations ont touché la région de Dikil. Le chef-lieu de Dikil a reçu près de 9 mm de pluie, Yoboki 19 mm. Dans la sous-préfecture d'Assaïla, on relève plus de 11 mm de précipitations. D'autres secteurs de la région ont été arrosés par des fortes pluies de la saison Karma ou Karn. Les localités de Alamo, Koutoubouya, Cheikh Sabir ont reçu d'intenses précipitations ainsi que le secteur de Daka. Par ailleurs, l'oued de Gobat, dans la sous-préfecture de Assaïla, est en crue. L'eau de pluie coule à flot, comme vous le voyez sur les images. Dans la région d'Arta, Arta a reçu près de 10 mm de pluie. À PK23, la sortie de Djibouti, 18 mm. Le pic des précipitations a été relevé à l'Orada à 30 mm. La sous-préfecture d'Emejouk a bien été servie par ces pluies avec 10 mm. Et le secteur de Douda qui a reçu près de 20 mm des précipitations. Sport à présent, ou sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, le club Harago Fitness a organisé une séance spéciale dans la grande salle polyvalente du stade Hassan Goulet, dédiée à une trentaine de personnes âgées. L'objectif, encourager l'activité physique adaptée pour maintenir en forme, vitalité et bien-être. Encadrés par un expert en fitness, les participants ont pu bénéficier d'exercices ciblés et sécurisés, favorisant la souplesse, l'endurance et la santé cardiovasculaire. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du club Harago de démocratiser l'accès au sport, notamment pour les publics les plus vulnérables. Dans son intervention, le président du club Harago Fitness a chaleureusement invité toutes les personnes désireuses de rejoindre les séances à se présenter, rappelant que le fitness est un sport bénéfique pour la santé, accessible à tous, quel que soit l'âge. Il a également adressé ses remerciements au secrétariat d'État chargé des sports pour son soutien constant, soulignant que cet appui permet au club de poursuivre son développement et de contribuer activement à la promotion de la santé par les sports à Djibouti. Eh bien, notre correspondant sur place a pu recueillir quelques réactions des principaux participants qui ont pu bénéficier d'exercices ciblés et sécurisés. Donc, à cette activité qui se déroule au stade
président Hadji Hassan Goulet depuis le début. Donc c'est une activité qui est une activité première donc à Djibouti, qui est destinée pour les adultes. Et vraiment, donc, c'est bon pour la santé. Donc, c'est une activité qui s'appelle Harago Fitness, qui est organisée par coach Mokhtar. Vraiment, donc, nous lui remercions. Et c'est un programme qui manquait à Djibouti, notamment pour lorsqu'on est à un certain âge. Et c'est une activité donc, qui est ouverte à tous. Et j'invite franchement les compatriotes à venir nombreux pour participer à cette activité qui se déroule pour les hommes le dimanche soir et le mercredi soir. Franchement, ça dure 1h30 et c'est une activité qui est très bénéfique. On a vu déjà les fruits de nos efforts. Ça, non seulement que ça réveille les muscles, mais ça solidifie et ça permet de vraiment donc, consolider tous les muscles. Donc, voilà. Aussi, donc, avant de finir, je voulais sincèrement remercier donc, le secrétariat d'État chargé des activités sportives pour avoir mis à la disposition des adultes cette salle qui est vraiment une salle merveilleuse où il y a tous les équipements possibles, qui est en plus climatisée. Et donc, vraiment, donc, un grand merci pour le secrétariat. Et de notre page nécrologie, c'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que la République de Djibouti annonce le décès de l'illustre artiste Hamadou Dabale Mohamed. Fils précieux de la nation djiboutienne et figure emblématique de notre patrimoine culturel, né en 1948 au Mont Goda, le regretté incarnait l'essence même de l'âme djiboutienne. Hamadou Dabale Mohamed n'était point seulement un comédien, il était un maître de l'art dramatique, dont le talent naturel et le charisme unique ont su captiver, enchanter le public djiboutien pendant des décennies entières. Ses rôles étaient toujours portés avec une authenticité et une profondeur qui touchaient l'âme de chacun et des spectateurs. Il possédait ce don rare et précieux de faire jaillir le rire aux éclats tout en suscitant une réflexion profonde à travers la justesse de ses personnages. Par sa présence lumineuse sur scène, il transformait chaque représentation en un moment de communion nationale rassemblant dans le même élan, émotion, toutes les composantes de notre peuple bien-aimé. Au-delà de ses performances magistrales qui resteront gravées dans la mémoire collective, Hamadou Dabale Mohamed était un mentor généreux et bienveillant pour de nombreux jeunes artistes. Il a partagé avec une noblesse d'âme exemplaire sa passion ardente et son expérience inestimable, contribuant ainsi à l'émergence d'une nouvelle génération de talents qui perpétueront son héritage artistique. Il demeurera à jamais une source d'inspiration intarissable pour tous ceux qui rêvent de faire de l'art leur raison de vivre et leur mission sacrée. En ces douloureuses circonstances qui endeuillent notre nation entière, nous exprimons nos condoléances les plus sincères et nos compassions la plus profonde à l'auguste famille du défunt, à ses proches et à tous ceux qui ont l'honneur de côtoyer cet homme d'exception. Nous prions le Tout-Puissant d'entourer le regretté Hamadou Dabale Mohamed, son infinie miséricorde, de l'accueillir dans son vaste paradis éternel. Aujourd'hui, alors que nous pleurons la perte de cet homme extraordinaire qui a marqué son empreinte indélébile l'histoire culturelle de notre pays, nous célébrons également sa vie exemplaire et l'impact considérable qu'il a eu sur tant de personnes. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, la direction générale de la radio-télévision de Djibouti et l'ensemble de son personnel expriment leurs plus vives condoléances et sincère compassion à l'ensemble de la famille du défunt en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de l'accueillir dans son vaste paradis éternel et d'accorder patience et réconfort à sa famille qui a perdu un père et à la nation qui perd une figure de proue. Dans l'actualité internationale, régionale, pour en commencer, où les rencontres d'hier soir dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations ont livré leur verdict dans le groupe C, confirmant la qualification de l'Algérie et de l'Ouganda pour les quarts de finale. Lors du premier match, l'Algérie a été tenue en échec par le Niger. Les Fennecs ont dominé la possession, mais ont manqué d'efficacité dans le dernier geste. Ce point suffit toutefois aux hommes de Bencha pour atteindre l'écart. La seconde affiche a offert un spectacle au haut niveau. L'Ouganda et l'Afrique du Sud se sont neutralisés sur un score spectaculaire, 3 buts partout.
On reste toujours dans l'actualité régionale où la société Kantari, leader dans le domaine de la culture moderne en Kenya, a inauguré son nouveau centre pour la culture et l'innovation. Une initiative visant à renforcer l'innovation agricole et à développer des solutions d'agriculture intelligente grâce aux dernières technologies et outils numériques. Le centre a pour objectif de soutenir les agriculteurs et les entreprises agricoles en proposant des solutions innovantes pour accroître la productivité, améliorer la qualité des cultures. Et enfin, dans l'actualité internationale, rencontre trilatérale américano-européenne, où le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, Mark Rutte, a relevé hier soir, lundi, qu'il y avait des discussions en cours concernant l'octroi des garanties de sécurité à l'Ukraine, semblables à celles offertes par l'Alliance et ses États membres. Rutte a déclaré à la chaîne américaine Fox News, après une réunion entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a également souligné que ceci était discuté. Pas l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, mais bien des garanties de sécurité conformément à l'article 5. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas de question à Washington d'envoyer des forces terrestres sur le territoire ukrainien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.